finished. This is the end. And I want you to get out. This was the impassioned testimony that helped sway the jury to acquit 14-year-old Cheryl Crane of the murder of Johnny Stompanato, boyfriend of Cheryl's mother, Hollywood film star Lana Turner. The jury returned a verdict of justifiable homicide after a short deliberation, allowing young Cheryl to go free for the killing of Stompanato. Ladies and gentlemen, vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 4 avril 1958, la police est appelée au 730 North Bedford Drive à Beverly Hills. Sur place, ils retrouvent l'actrice Lana Turner complètement hystérique et sa fille de 14 ans, livide, Cheryl Crane. Sur le tapis de la chambre, le corps de Johnny Stompanato. Selon la star de cinéma, Cheryl a poignardé l'homme qui menaçait leur sécurité. Que s'est-il passé ce soir d'avril 1958? This time, I have a story for you. I murdered the bastard. My daughter did not kill him. I did. Sordid tale of actress Lana Turner and her boyfriend, gangster Johnny Stompanato. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique, premier épisode de la 2e saison du balado. Vraiment très très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je veux aussi accueillir tous les nouveaux auditeurs. À la fin de 2022, il y a eu plusieurs nouvelles écoutes dans plusieurs nouveaux pays et le balado est maintenant écouté dans plus de 20 pays. Alors merci énormément d'être à l'écoute. Et pour commencer cette 2e saison de Close-Up Dramatique, je commence en force parce qu'aujourd'hui, je vous parle de l'affaire Stompanato. Une affaire qui est tout de même assez nébuleuse. L'homme aurait été assassiné par Cheryl Crane, la fille de l'actrice Lana Turner. Le procès va être un véritable cirque médiatique. Les journaux vont être très intéressés par ce scandale. Ça faisait très longtemps qu'Hollywood avait connu une telle histoire et les médias se sont littéralement garrochés dessus. Si l'histoire peut sembler simple, un homme assassiné par la fille d'une actrice, il y a quand même plusieurs zones d'ombre et un certain mystère. Depuis les années 60, plusieurs rumeurs rapportent qu'en réalité, ce serait Lana Turner la réelle coupable de cette histoire. Elle aurait fait porter le blâme à sa fille pour ne pas nuire à sa carrière. Une thèse qui prend officiellement forme en 1996 avec Eric Root, qui affirme que l'actrice elle-même lui a confié le meurtre. Mais avant de parler de tout ça, quel genre de vie avait Lana Turner, Johnny Stompanato et comment ils se sont rencontrés pour ensuite avoir une relation tumultueuse? Pour faire court sur Lana Turner, elle est l'une des actrices les plus charismatiques de sa génération. À ses débuts, à la fin des années 30, elle rencontre un immense succès. Elle est très belle, bonne actrice et sa vie privée fait beaucoup jaser. Dans les années 40, Lana va devenir un visage important et très connu de la vie nocturne hollywoodienne. Elle fréquente les boîtes de nuit et s'amuse beaucoup. Elle ne cache pas non plus ses amourettes avec des acteurs, mais aussi des purs inconnus. Des aventures qui font beaucoup parler de la nouvelle star de la MGM, de qui on dit qu'elle est l'actrice la plus glamour depuis Jean Harlow, quand même tout un titre. Sa personnalité électrique fait souvent la manchette. Lana ne se laisse pas faire, autant avec ses amours qu'avec ses patrons. Elle tient tête à la MGM et décide entièrement de sa carrière. En 58, la blonde est une star depuis plus de 10 ans. Le monde entier connaît son nom et aussi ses films dans lesquels elle joue les femmes fatales. Mais si le monde entier connaît la carrière de Lana Turner, il connaît aussi sa vie privée. À l'aube de ses 40 ans, l'actrice s'est déjà mariée à 5 reprises avec 4 hommes différents. Des mariages qui ont alimenté les journaux à potins puisque chacune de ces relations était très complexe. Lana n'a jamais caché qu'elle aimait sortir avec d'autres hommes, même si elle était mariée.
Si les mariages ont fait la une, les divorces aussi. De son deuxième époux, Steve Crane, est née une petite fille, Cheryl, en 1943. À sa naissance, les médias se posaient beaucoup de questions. Le mariage avec Crane tirait sur sa fin, on se demandait si ce bébé allait redonner un élan passionnel à leur amour. Mais surtout, on se demandait si Lana Turner, pour s'occuper de sa fille, allait renoncer à sa vie très festive. La réponse a été assez rapide. Non, Lana ne va pas renoncer à ses sorties plus ou moins mondaines. Crane et Turner finiront par divorcer quelques mois après la naissance de Cheryl, et sous la garde de sa mère, elle sera balancée de gardienne en gardienne. Au fil des années, la mère et la fille vont développer une relation assez froide. Turner, malgré son absence, est très mère-poule. Elle exige à ses babysitters une certaine rigueur avec sa fille. En aucun cas la petite doit être laissée sans surveillance, ce qui donne pas beaucoup de liberté à l'enfant qui grandit avec une certaine rancœur envers sa mère. La presse écrit que Cheryl, du haut de ses 12 ans, est plus raisonnable et peut-être même responsable que sa mère. En 1957, la fille de l'actrice est au cœur d'un premier scandale. Cette année-là, Lana Turner divorce de l'acteur Lex Baxter, reconnu pour son rôle de Tarzan avec la RKO. Le divorce fait sensation, parce que la fille de l'actrice accuse l'acteur de l'avoir abusé physiquement, mentalement et sexuellement à plusieurs reprises. L'acteur nie tout. Lana, à l'extérieur d'Hollywood, apprend la nouvelle. Elle est furieuse. Elle retourne chez elle et après une violente altercation avec son mari, revolver au front, elle le force à quitter leur domicile. Elle demande le divorce au début de l'année 1957. La presse se perd dans toute cette histoire, mais aussi dans la poursuite judiciaire qu'engagent la mère et la fille contre l'acteur. Poursuite qui est abandonnée pour on ne sait quelle raison. C'est à cette époque très médiatique que Lana Turner rencontre Johnny Stompanato. Johnny Stompanato est un Illinois très beau et charismatique qui a connu une belle carrière militaire dans la marine américaine. Pendant plusieurs années, il sera l'un des marins les plus efficaces et appréciés du pays. Il quitte l'armée en 1946 de lui-même et retourne dans son Illinois natal où il se marie. Le mariage est malheureux et la même année, il divorce et déménage à Los Angeles, là où il ouvre une boutique d'antiquités. Une fois à LA, après son divorce, il noue plusieurs relations avec des membres du crime organisé, particulièrement Mickey Cohen, l'un des criminels notoires des années 40 et 50 qui a fait régner la terreur à Hollywood et à Los Angeles. Mickey Cohen serait impliqué dans un nombre exhaustif de crimes, de meurtres et de disparitions comme celle de Jean Spangler, jeune actrice disparue mystérieusement dans les années 40. J'ai fait un épisode l'an dernier sur cette histoire si ça vous intéresse. Avec son physique assez imposant, Johnny Stompanato va devenir le garde du corps de Cohen, mais aussi l'un de ses exécuteurs. À la fin des années 40, Stompanato se serait intéressé de très près à Ava Gardner, l'une des actrices les plus populaires, mais aussi la compagne de Frank Sinatra. L'homme aurait envoyé des lettres à l'actrice très connue, des lettres très passionnées, et Sinatra, qui connaît bien Cohen, en mal ou en bien, lui aurait demandé d'aviser son garde du corps de se tenir très loin de sa future femme. Sinatra aurait ensuite envoyé plusieurs menaces à Stompanato qui aurait arrêté de flirter avec Gardner. L'Illinois est listé aussi par la Commission de la Californie sur le crime organisé comme étant l'un des membres les plus dangereux de Cohen. Il est même soupçonné de prendre part à des activités de trafic humain, mais le FBI n'a jamais réussi à le prouver. Entre 1948 et 1952, Stompanato est arrêté à plus d'une dizaine de reprises pour différents crimes. En rencontrant sa seconde femme, Ellen Stanley, une actrice, il cesse ses activités criminelles. En 1953, il épouse l'actrice avant de demander le divorce 2 ans plus tard et de recommencer ses activités criminelles.
Et c'est pendant le printemps 1957 que Lana Turner et Johnny Stompanato se rencontrent. Alors qu'elle tourne The Lady Takes a Flyer, Lana reçoit très souvent des lettres d'admiration, de petits mots doux et des fleurs de la part d'un certain John Steele, en réalité Johnny Stompanato. Depuis plusieurs semaines, il envoie le même genre de cadeaux et d'attention à plusieurs autres actrices de renom comme Zaza Gabor. Une fois le tournage terminé, Turner reçoit maintenant chez elle les cadeaux de ce mystérieux homme. Elle est tout de même un peu effrayée. Comment il sait son adresse? Une peur qui est amplifiée lorsqu'en avril, elle se met à recevoir des coups de téléphone de cet homme. Comment a-t-il eu son numéro? Nous le saurons jamais. Un jour, ce fameux John Steele lui propose un rendez-vous. Hésitante, mais aimant cette nouvelle aventure qui lui est offerte, Lana accepte. Elle rencontre John Steele qui lui dévoile son véritable nom et apprend à le connaître. Très beau, charismatique, galant et poli, Stompanato a tout de l'homme parfait. Son visage est l'idéal de beauté masculine des années 50. Il fait rêver toutes les femmes. Mais il y a une tache au tableau. Stompanato est reconnu pour fréquenter plusieurs criminels. Lana n'est pas tout à fait pour l'idée. Il lui promet alors de cesser sur le champ toutes ses activités illégales. Lana Turner tombe sous son charme. Au début, la relation est presque idyllique. Les rendez-vous galants dans les endroits les plus chics d'Hollywood sont nombreux et Stompanato, comme Lana, aime faire la fête jusqu'aux petites heures du matin. Cheryl, la fille de Lana, maintenant âgée de 14 ans, est ravie de cette nouvelle relation. Au cours des années, elle a rencontré plusieurs fréquentations à sa mère, mais Stompanato semble être le bon. Cheryl adore l'homme. Il n'hésite pas à emmener l'adolescente avec lui lorsqu'il se rend à la plage ou à différentes activités. Il lui propose même de lui montrer à conduire. La vie semble parfaite, mais elle va rapidement tourner au vinaigre. Après quelques semaines, le tempérament bouillant de Lana Turner se fait sentir. Elle soupçonne son nouveau compagnon d'avoir recommencé à fréquenter le crime organisé. Stompanato nie tout. Dans le passé, l'ancien mafieux avait fréquenté des femmes plus soumises. Il n'est pas habitué d'avoir autant de résistance et d'opposition, et il déteste ça. Lana lui tient tête. Elle est une femme forte. Stompanato accuse l'actrice de le tromper régulièrement lors de ses sorties dans les boîtes de nuit. Il lui demande d'arrêter son mode de vie qu'il juge dépravé, accusation que Lana nie et refuse de changer ses habitudes. Les disputes sont de plus en plus fréquentes, mais surtout la violence monte en intensité. Cheryl est terrifiée. Au cours de l'été 57, la relation entre Turner et Stompanato fait la une lorsque l'actrice accuse son compagnon de l'avoir drogué et photographié dans des positions érotiques sans son consentement. Elle poursuit son amoureux mais laisse tomber toute l'histoire après plusieurs semaines à apparaître dans les journaux. En septembre, le couple se sépare lorsque Lana accepte de partir pour Londres, tourner Another Time, Another Place avec Sean Connery. Johnny s'était opposé à ce projet. Il ne voulait pas que Lana parte aussi loin, tourner avec un acteur aussi populaire. Une dispute avait éclaté et l'actrice s'était envolée pour l'Angleterre plus tôt. Pendant le tournage, dans les médias américains, on raconte que Lana et Connery vivent une idylle des plus romantiques. Chaque jour, Stompanato est confronté à ces articles. Il bouillonne de rage. Il s'envole pour Londres et confronte les acteurs. Les deux nient tout. Lana affirme à son compagnon que toutes ces histoires ne sont que des rumeurs, mais Stompanato est certain. Ça ne peut pas être que des mensonges. Il se passe quelque chose. Johnny va pousser l'actrice et devenir de plus en plus violent sous les yeux de Connery, qui n'aime pas beaucoup ça. Il défend l'actrice et une bagarre entre les deux hommes a lieu. Les deux hommes se battent agressivement avant d'être séparés par l'actrice. Stompanato est renvoyé aux États-Unis et le tournage se poursuit dans le plus grand des calmes. À la fin de l'année 57, Turner est de retour à Hollywood et se réconcilie avec son compagnon. Ils partent ensemble pour Acapulco en janvier et février 1958. Leur retour se fait sous l'œil des dizaines de photographes. Pendant leur absence, on a tout écrit sur eux.
On raconte qu'ils vont se fiancer, qu'ils se sont fiancés au Mexique. On écrit que rien ne va plus, qu'ils se disputent constamment. Tout est écrit. Devant les journalistes, Lana répond rapidement aux questions. Elle affirme qu'il n'y a rien entre les deux, que c'est seulement une forte amitié. En mars 1958, les Oscars ont lieu. Lana Turner est nominée pour meilleure actrice dans Peyton Place. Elle est l'une des deux favorites pour remporter la célèbre statuette. Elle décide de ne pas y aller avec Johnny. Elle s'y rendra seule pour pas encourager et amplifier les rumeurs sur la relation avec l'homme. Stompanato est furieux. Les disputes atteignent de nouveaux sommets. À plus d'une reprise, il tente d'étrangler l'actrice. Il essaie aussi de l'étouffer avec un oreiller en pleine nuit. Cheryl, ayant hérité du caractère fort de sa mère, se porte à sa défense au moindre bruit suspect. Le climat familial est horrible. Thank you, Bobby. The nominations for the best performance by an actress are Elizabeth Taylor in Raintree County, Lana Turner, Peyton Place, and Joanne Woodward in Three Faces of Eve. The winner is Joanne Woodward. Three Faces of Eve. Le 26 mars, la statuette échappe à l'actrice. Elle loue alors une maison au 730 North Bedford Drive à Beverly Hills pour s'y reposer. Là, Cheryl discute longuement avec sa mère. L'adolescente lui demande de mettre fin à cette relation des plus toxiques. L'actrice est catégorique. Elle ne peut pas. Elle aime Stompanato tout en étant terrifiée de cet homme. Le 4 avril 1958, une nouvelle dispute éclate. Cette fois-ci, ce sera la dernière. I'm absolutely finished. This is the end. And I want you to get out. This was the impassioned testimony that helped sway the jury to acquit 14-year-old Cheryl Crane of the murder of Johnny Stompanato, boyfriend of Cheryl's mother, Hollywood film star Lana Turner. The jury returned a verdict of justifiable homicide after a short... Le 4 avril 1958, Lana Turner, l'une des plus célèbres actrices, et Johnny Stompanato, ex-mafieux, sont sur le point de vivre leur ultime dispute. Une dispute fatale qui mettra fin à leur relation tumultueuse qui dure depuis presque un an. La journée avait commencé bien calmement. En début d'après-midi, l'actrice avait profité des quelques rayons de soleil avant que la pluie vienne gâcher le beau temps. En après-midi, Lana et Johnny partent ensemble pour faire quelques boutiques à Beverly Hills. Le couple se sépare peu avant le début de la soirée et Lana regagne la maison qu'elle loue au 730 North Bedford Drive. Selon la version officielle, vers 20h, Johnny revient en colère à la maison. Une fois entré, une nouvelle dispute aurait commencé avec sa compagne. Johnny accuse pour une nouvelle fois sa compagne d'entretenir plusieurs relations à la fois et d'ainsi le tromper. Il affirme avoir entendu des hommes discuter et l'un d'entre eux aurait dit avoir fréquenté Lana Turner dans les dernières semaines. L'actrice se défend. C'est un mensonge. À leur retour du Mexique, elle était trop préoccupée par ses futurs contrats et les Oscars pour sortir. Elle affirme qu'il est le seul et unique homme dans sa vie. La discussion monte rapidement en intensité. Les bousculades reprennent et le ton monte. Après une gifle, Lana met fin à leur relation. Elle demande à Johnny de prendre ses affaires et de partir pour de bon. Elle n'en peut plus. C'est la fin. Quitter l'actrice, c'était pas vraiment ce qu'avait prévu Johnny. Il est fou d'elle. Il la retient par le bras, elle se débat et une nouvelle bagarre éclate. Au sol, Lana réussit à se relever et à gagner l'étage où elle croise Cheryl. L'actrice demande à l'adolescente de s'enfermer dans sa chambre et de ne pas en sortir. Lana est effrayée. Elle tente elle aussi de s'enfermer dans sa chambre, mais Johnny la rejoint trop rapidement. Les cris reprennent. De l'extérieur de la maison, les voisins entendent les hurlements. Depuis une semaine, chaque jour, on entend le couple se déchirer. Si au début, ils appelaient la police, ce soir du 4 avril, habitués, ils se disent que tout arrêtera dans quelques minutes et personne n'est appelé. Dans la chambre de l'actrice, la dispute reprend. De la sienne, Cheryl écoute. Au moindre bruit suspect, elle va intervenir. Soudainement, plus rien. Elle entend sa mère pleurer et Johnny marcher. Elle reconnaît ses pas. L'adolescente croit que l'homme est en train de quitter.
Un hurlement vient rompre ce silence douloureux. C'est sa mère. Elle hurle encore et encore. Cheryl sort de la chambre en vitesse. De l'encadrement de porte, elle voit Johnny tenir une lame de rasoir d'une main et Lana de l'autre. Il est prêt à lui marquer le visage, comme le font souvent les hommes du crime organisé pour marquer les femmes infidèles. L'adolescente descend en vitesse à la cuisine, prend un couteau de 25 cm et retourne à l'étage. En arrivant, Cheryl voit sa mère se débattre encore avant de tomber au sol. Croyant sa mère perdue, l'adolescente laisse échapper un cri. Johnny se retourne et se dirige vers l'adolescente rapidement. L'adolescente de 14 ans, craignant pour sa sécurité et celle de sa mère, poignarde à l'estomac Johnny Stompanato. L'homme s'adresse une dernière fois à Cheryl. « Mon Dieu, Cheryl, qu'as-tu fait? » Lana, par terre, croit que sa fille lui a donné un violent coup au ventre. Puis l'homme tombe et l'actrice voit du sang. Elle se retourne vers sa fille, voit le couteau et se met à hurler. Cheryl pose le couteau, puis part appeler son père, tandis que Turner appelle la police. Un peu avant 22 heures, les premiers policiers arrivent sur place. Ils rencontrent une Lana Turner hystérique qui peine à expliquer ce qui s'est passé. Elle répète une seule chose. « S'il vous plaît, dites que c'est moi. Dites que c'est moi. » Assise au salon, Cheryl Crane, complètement livide, ne réussit pas à éclaircir la situation, tandis qu'à l'étage, le corps de Johnny Stompanato gît au sol. Les autorités comprennent que Cheryl aurait poignardé mortellement Johnny pour défendre sa mère. Rapidement, des journalistes encerclent la maison. À la radio, la très célèbre mondaine Hedda Hopper dira « Les journalistes ressemblaient à des vautours ». Le lendemain, l'affaire est connue par l'Amérique en entier. Lana Turner appartient à aucun studio. Personne ne peut l'aider à gérer le flot médiatique. Personne pour l'aider à éclaircir cette affaire. Le 5 avril, devant une foule de photographes, Cheryl Crane et Lana Turner, accompagnés de Jerry Gisler, l'avocat de l'actrice, entrent au commissariat pour donner leur version des faits. La version que raconte Turner est quasi semblable à celle de sa fille. L'actrice raconte cependant que Cheryl aurait accidentellement poignardé l'homme. Il se serait retourné trop rapidement, n'ayant pas vu Cheryl derrière lui et le couteau aurait perforé son estomac. La même journée, Cheryl Crane est emmenée dans un établissement de détention pour mineurs. Elle y restera jusqu'à l'enquête du coroner. Les journaux des jours et des semaines suivantes sont alimentés uniquement par l'affaire Stompanato. On essaie de comprendre quelle était la véritable relation entre l'actrice et l'ex-criminel et surtout, qu'est-ce qui est arrivé le soir du 4 avril 1958. Entre-temps, Lana Turner nie toute relation avec Johnny Stompanato. Elle affirme qu'elle n'a jamais été en amour avec l'homme, mais que lui était obsédé par elle. Follement en amour, il harcelait l'actrice. Après cette déclaration, Mickey Cohen, le mafieux, envoie anonymement aux médias des copies des lettres destinées à Stompanato, signées de la main de Lana Turner. Coup de théâtre. Dans ces lettres, la célèbre actrice écrit « Mon cher amour »,« Mon bel amour »,« Mon amour sucré », et s'ensuit des messages passionnés, des lettres que Cohen est allé chercher directement chez Johnny Stompanato pour prouver que l'actrice mentait. Une correspondance qui prouve que l'actrice et l'ex-mafieux entretenaient une relation amoureuse. On attend impatiemment le 11 avril. En après-midi aura lieu l'enquête du coroner devant public où plusieurs témoins défileront. Le 11 avril 1958, c'est une foule de journalistes et quelques curieux chanceux qui assistent à l'enquête du coroner. Luella Person et Hedda Hopper, deux des journalistes les plus influentes d'Hollywood, ont décrit cette journée comme le pire et le plus grand cirque médiatique artistique de l'histoire. À l'entrée de Lana Turner, c'est une avalanche de flashs qui force l'actrice à se cacher le visage. Puis, Steve Crane, le père de Cheryl, entre et rejoint son ex-femme. Mais où est donc l'adolescente? Sous les murmures du public, la sécurité s'adresse à la foule. Cheryl Crane, sous les conseils de son avocat, a décidé de ne pas se présenter. Un mot de sa part sera lu à la fin de l'audience.
À la surprise générale, Mickey Cohen, le célèbre gangster, fait lui aussi son entrée dans la salle d'audience. Les journalistes ne savent pas quoi dire. Le célèbre gangster est-il impliqué dans l'affaire? L'audience débute avec Cohen. La salle est agitée et on peine à gagner le silence. On comprend rapidement que le gangster est la personne qui a dévoilé au grand jour la correspondance du couple. Mais Mickey Cohen refuse d'en dire plus. Il n'avait plus de contact avec l'homme depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il refuse de reconnaître le corps sur les photos qui lui sont présentées. Ses paroles sont coupées par ses vives critiques sur l'enquête. Il déclare que tout ça n'est qu'une arnaque et une grande mascarade. Il déteste la façon dont les journalistes et la justice traitent l'affaire, et il s'y connaît. Le public et les journalistes présents crient des questions à Cohen. Ils se font entendre pour différentes raisons. C'est le chaos puis le silence est difficilement retrouvé. Par peur d'être accusé d'implication, il se tait et quitte la salle sous les flashs des journalistes. Quelques secondes après la fermeture des portes, un homme crie dans la salle « J'ai quelque chose à dire ». Hedda Hooper se met à rire et dit « Un vrai cirque, un vrai cirque ». On demande à l'homme de s'approcher. Il se présente Stefan Trusak, un ami de Stompanato. Trusak affirme que Cheryl Crane était en réalité en amour avec Johnny Stompanato. Il raconte une histoire complètement folle où, par jalousie, l'adolescente aurait tué l'homme puisqu'il refusait ses avances. Le récit de Trusak excite l'audience et le coroner décide de rejeter ce témoignage qu'il juge inventé de toutes pièces. Steve Crane, le père de Cheryl, fait lui aussi face à l'audience. Il décrit le climat horrible dans lequel sa fille vivait. Il parle de l'atmosphère de terreur que faisait régner Stompanato, qui affectait non seulement sa fille, mais aussi son ex-femme célèbre. Steve raconte aussi quelques épisodes de violence envers Lana Turner que Cheryl lui aurait raconté. Il raconte le courage et le sang-froid avec lesquels Cheryl intervenait pour défendre l'actrice. Un témoignage qui laisse les reporters sans mots. Puis, au bout de 2 heures, c'est au tour de Lana Turner de raconter sa version des faits. Hedda Hooper écrira et dira « la plus grande performance de toute sa vie ». Dès qu'elle se lève, les photographes agitent leur appareil et la salle retrouve son chaos. L'actrice s'assoit et on tente de calmer le public. Mais en vain, les journalistes crient leurs questions à l'actrice. Lana, très nerveuse, se cache le visage derrière son mouchoir. Une fois le calme retrouvé, pour une nouvelle fois, l'actrice raconte son histoire. Lana raconte comment elle a rencontré Johnny. Pour la première fois, elle admet avoir eu une relation amoureuse avec lui. Puis, comme Steve Crane, elle explique dans quel environnement elle vivait aux côtés de Stompanato. Elle admet l'avoir frappé à plusieurs reprises, d'avoir hurlé sur lui, mais toujours dans l'objectif de se défendre. Elle affirme que jamais elle n'a commencé les querelles. Après une demi-heure, elle arrive à la soirée du 4 avril. Un véritable cauchemar, comme elle le décrit, en regardant droit dans les yeux tout le monde. Elle raconte pourquoi elle a tenté de s'enfermer dans sa chambre. Effrayée par l'homme, elle craignait pour sa vie. Elle se met à pleurer devant les juges. Après avoir essuyé une larme, elle dit que ce soir-là, les yeux de Stompanato n'étaient pas ceux de l'homme qu'elle a aimé. Elle ne le reconnaissait même pas. Tout en sanglotant, Lana rapporte ses paroles violentes et raconte tous les gestes menaçants que Stompanato lui infligeait. Elle peine à mettre des mots sur l'énergie qui l'habitait lorsqu'elle se débattait contre son compagnon armé d'une lame de rasoir. Elle décrit le courage de sa fille venue à son secours, mais soutient que Cheryl a poignardé l'homme par accident. Jamais elle n'aurait fait de mal à personne. Lana Turner peine à respirer et au bout de 62 minutes, elle termine son témoignage. On doit l'escorter jusqu'à sa chaise. La courte lettre écrite par Cheryl Crane est lue. Rien de nouveau est appris. L'adolescente maintient sa version des faits, mais explique que plus le temps passe, plus cette soirée semble irréelle. Tout devient flou comme un mauvais rêve. Après 4 heures d'audition, le juge arrête la séance et part délibérer. Pendant 25 minutes, la salle est replongée dans un véritable fouillis sonore.
Les journalistes se questionnent, se chicanent, certains membres du public crient leur admiration pour l'actrice. D'autres l'accusent du meurtre. À son retour, le juge déclare Cheryl Crane non coupable. Il décrit l'homicide comme justifiable puisque l'adolescente avait de bonnes raisons de craindre pour sa propre sécurité, mais aussi celle de sa mère. Le juge demande à ce que l'adolescente de 14 ans soit confiée à un autre membre de la famille et rencontre quotidiennement un psychiatre. Après le verdict, Lana Turner éclate en pleurs et plonge dans les bras de son ex-mari. L'affaire est terminée pour la justice. Cheryl Crane n'est pas coupable. Pour la presse et Lana Turner, c'est le début de plusieurs années de rumeurs et de tourmentes. Dans les journaux, on écrit que l'actrice a peut-être elle-même poignardé Johnny Stompanato et aurait ensuite accusé sa fille du meurtre. Pour ne pas nuire à sa carrière, Lana devait à tout prix éviter ce genre de scandale sanglant. Jusqu'à sa mort en 1995, Lana Turner va rarement s'exprimer sur cet épisode de sa vie. Pourtant, en 1996, sort un livre qui va tout faire basculer. Et si Lana Turner était la coupable? 730 Bedford is a house that caught the world's attention one night in 1950. Did Lana stab Johnny in a fit of passion? My daughter did not kill him. I did. I can't believe that. En 1996, dans son livre The Private Diary of My Life with Lana, Eric Root affirme que l'actrice lui a parlé de la nuit du 4 avril 1958 à de nombreuses reprises. Mais qui est ce Eric Root qui semble sortir de nulle part? En réalité, il est loin d'être un personnage obscur qui a écrit un livre rempli de mensonges et de phrases à sensation pour faire mousser sa propre personne. Eric Root est un ami fidèle de Lana Turner qui, pendant plus de 20 ans, va la suivre dans ses voyages. Il va s'occuper d'elle, de son horaire et s'assurer que sa vie se passe bien. Dans les dernières années de sa vie, l'actrice était très malade et luttait contre plusieurs cancers. Root s'est assuré que sa fidèle amie célèbre ne souffre pas. Au fil de leurs nombreuses années d'amitié, Lana Turner s'est souvent confiée à l'homme. Elle aimait parler de ses films, de sa carrière, mais surtout de ses 7 mariages et de ses nombreuses relations amoureuses. L'actrice aurait dit à Eric qu'après sa mort, il serait en mesure d'écrire le livre le plus véridique à son sujet. Chose qu'il a fait. En 1996, un an après le décès de l'actrice, Eric Root a sorti son livre. Un épais livre qui a fait beaucoup jaser puisque parmi les anecdotes de cinéma et de vie privée se retrouve une toute autre version de l'affaire Stompanato, une version dans laquelle Lana Turner avoue avoir assassiné son compagnon. L'auteur précise par contre que cette version des faits est un condensé de plusieurs discussions. Parce que jamais l'actrice lui a parlé de cette tragédie un long moment. C'était toujours quelques minutes entre 2 conversations perdues. Pour son livre, il a rassemblé ces informations et il croit savoir la vérité. Alors, je crois que c'est tout de même à prendre avec des pincettes. C'est une version parmi tant d'autres. Dans The Private Diary of My Life with Lana, Eric Root raconte qu'un soir, dans les années 80, lui et Lana regardaient la télévision. Un reportage sur les scandales hollywoodiens des années 40 et 50. Une partie de ce reportage était dédiée au meurtre de Johnny Stompanato et à l'enquête qui avait suivi. Root aurait voulu changer de chaîne, mais Lana l'aurait empêché. Elle voulait regarder ce qu'ils allaient raconter. Elle aurait été silencieuse d'un bout à l'autre du segment, et à la fin apparaît sur l'écran une photo de Lana Turner au bras de Johnny Stompanato. C'est à ce moment qu'elle aurait brisé le silence et aurait dit « J'ai tué ce fils de pute ». Après le documentaire, elle se serait confiée sur la relation toxique qu'elle entretenait avec l'homme. Un récit horrible selon Root.
Lana lui aurait expliqué tout en détail et surtout les raisons qui la poussaient à continuer à vivre cet enfer. Elle était attachée à son amoureux, de la même façon que lui l'était pour elle. Elle n'avait jamais aimé comme elle avait aimé Stompanato. Dans les années qui suivront, Lana va raconter plusieurs bribes du scandale, qui vont donner cette version des faits. Selon les dires d'Eric Root, Lana lui aurait dit que Cheryl entretenait une relation intime avec Johnny. Un détail qui rappelle le témoignage de Stefan Trusak, qui était peut-être pas à prendre à la légère comme on le fait. Il écrit que Lana a affirmé que Steve Crane, le père de Cheryl, avait engagé un détective privé du nom de Freddy Otash pour enquêter sur tout ça. Steve Crane était certain que Cheryl et Johnny entretenaient une relation intime. Du moins, il était persuadé que Johnny était intéressé par l'adolescente. Il avait vu certains comportements étranges de l'homme, mais aussi de sa fille qui lui aurait mis la puce à l'oreille. Freddy Otash aurait alors découvert qu'il était vrai que Cheryl et Johnny avaient une liaison, disons malsaine. On parle ici d'une jeune adolescente de 14 ans et d'un homme de 32 ans. Otash fait part de ses découvertes à Steve Crane, qui informe Turner qu'il ne veut pas y croire. Elle refuse d'accorder de l'attention à tout ça. Elle est persuadée que son ex-mari s'est fait arnaquer. D'un autre côté, Lana est tout de même intriguée et inquiète. Mais elle ne veut pas confronter son compagnon, elle veut pas qu'une nouvelle querelle éclate. En plus, elle a peur de lui. Elle prend la décision de ne pas lui en parler. Le soir du 4 avril, Lana Turner aurait surpris Johnny et Cheryl en début de relation sexuelle dans son propre lit. Devant cette scène, Lana se serait mise très en colère et une nouvelle dispute aurait éclaté. Cheryl, effrayée, se serait réfugiée dans sa chambre. Le ton monte et ils finissent par se battre violemment. Turner aurait paniqué lorsqu'elle aurait vu Johnny sortir de la salle de bain avec une lame de rasoir. Elle aurait pris son couteau dans sa table de chevet et l'aurait poignardé. Lana aurait expliqué à Root qu'elle gardait toujours un couteau dans sa table de nuit puisqu'elle était effrayée par Johnny. Elle avait peur que pendant la nuit, pendant son sommeil, il tente de l'étouffer comme il l'avait déjà fait à de nombreuses reprises. Après l'avoir poignardé, il serait tombé sur le lit et aurait cessé de bouger presque sur le coup. Hystérique par ce qu'elle venait de faire, elle appelle son avocat Jerry Gisler, puis Freddy Otash, qui sont les premiers arrivés sur les lieux. Otash, Gisler, Turner et Cheryl se seraient tous mis en accord avec une version des faits, celle où Cheryl Crane est coupable d'avoir poignardé Johnny Stompanato pour défendre sa mère. Il fallait à tout prix éviter de mettre l'actrice dans l'eau chaude. Otash aurait par la suite retiré les empreintes de Lana Turner sur le couteau et aurait demandé à Cheryl de tenir l'objet du crime. Il aurait ensuite bougé le corps pour le mettre par terre. Ce qui expliquerait la position très étrange du corps, allongé, très droit, pas comme quelqu'un qui a tenté de se défendre ou d'attaquer et qui serait tombé après un coup de couteau. Les deux hommes auraient ensuite quitté la maison et c'est à ce moment-là que l'actrice aurait appelé les policiers et la suite de l'histoire ne change pas. Le procès qui se transforme en cirque médiatique, etc. Une version surprenante, on va se le dire. Si elle est vraie, ça veut dire que Lana Turner est la réelle coupable dans cette histoire. Elle aurait elle aussi tué Johnny Stompanato par légitime défense. Cheryl Crane, comme sa mère, a rarement parlé de cette soirée et de l'affaire. Toujours vivante aujourd'hui, elle a 79 ans et vit paisiblement. 65 ans plus tard, une incertitude persiste sur cette soirée du 4 avril 1958. Saurons-nous un jour les vrais événements? Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.